Bonjour à tous. Merci d'être présents derrière vos écrans. Alors, nous sommes heureux d'être ici au pavillon et nous remercions Décideur de nous avoir demandé d'animer cette dernière table ronde puisque nous clôturons cette journée de débat intéressant. Nous allons intervenir avec un panel d'experts et non des moindres sur le thème de la dette privée. Est-ce une alternative aux obligations cotées? Alors je vais les laisser s'introduire. Tout d'abord, juste pour me présenter, mon nom est Michael Sfez. J'ai fondé Kermony Capital en fin d'année dernière, donc fin 2019. Et je suis associé au cabinet au Family Office Kermony Office que j'ai rejoint en tant qu'associé avec Anna Gozlan qui avait reçu une récompense l'année dernière au sommet du patrimoine de la performance. Donc je vais laisser mes partenaires s'introduire. Marlène, peut-être pour commencer. Oui, alors Marlène Apsy, je suis responsable des investissements et associée chez Even Family Office, qui, comme son nom l'indique, est un multi-family office indépendant. Donc on s'occupe pour des familles, des entrepreneurs, des fondations, de tous les aspects liés à la gestion patrimoniale et financière, donc investissement et financement. On est sur toutes les classes d'actifs, dont la dette privée, d'où ma présence aujourd'hui. Sidney. Bonjour, je suis Sidney Horry. Donc j'ai cofondé IVEO Capital Partners en 2012. On est spécialisé sur le marché obligataire à haut rendement. On a aujourd'hui un peu plus de 900 millions d'euros d'actifs. On est 25 personnes réparties sur 3 bureaux à Paris, à Sao Paulo et à Mexico. Et très heureux de participer à cette table ronde. Nous, on intervient donc à la fois sur la partie obligataire, cotée, et sur la partie non cotée. Et donc, la thématique, bien entendu, nous intéresse. Mathieu. Bonjour, Mathieu Panhard. Moi, j'ai cofondé Pulse Neo Family Office en 2020. Donc, nous sommes un family office très récent. Nous sommes 5 entre Paris et Lyon. Et un peu comme Marlène, nous nous occupons pour nos clients de leur patrimoine au global, aussi bien sur la partie investissement dont je m'occupe que sur la partie juridique et fiscale, avec en transparence de tout ça, la partie famille et la partie secrétariat privé. Voilà. Je suis également très heureux de faire partie de cette table ronde. Merci beaucoup Mathieu. Alors, pour répondre à cette question, est-ce que la dette privée est une alternative aux obligations cotées? On va prendre la contraposée. On va d'abord essayer de... Alors, la question qui se pose, c'est effectivement sur le marché des obligations cotées, est-ce qu'il y a encore de la valeur? Plus de 85% des obligations en circulation ont un rendement inférieur à 2%. Donc, la question, c'est est-ce qu'il reste encore des gisements de valeur au sein des obligations? Alors, on peut peut-être commencer par Sidney. Ça me paraît naturel. Oui, donc sur la partie, donc pour répondre à la question, oui, il y a du rendement. Il faut savoir le trouver. On est revenu en effet dans un environnement de taux bas, de soutien illimité des banques centrales, des gouvernements, aux entreprises, alors directement et indirectement. Et on voit qu'il y a une très forte corrélation entre toutes les classes d'actifs. Demain, s'il y a un choc de taux, on voit très bien que tous les marchés pourraient être impactés, le marché action, le marché obligataire et même le marché immobilier. Et donc là-dessus, on voit des similitudes avec le marché de début 2020, avec aussi des entreprises extrêmement endettées. Quand on regarde les deux segments, que ce soit l'investment grade ou le high yield, je donne quelques chiffres sur le high yield, on est revenu à un niveau d'endettement de 5,1 fois, une fois. Et c'est le même niveau qu'au moment de la crise, juste avant la crise financière de 2008. Et sur l'investment grade européen, ce niveau est de 3,5 fois et il était de 2,5 début 2021. C'est dire la croissance de l'endettement des entreprises. Et donc pour répondre à votre question, comment on essaye de trouver de la valeur aujourd'hui? Donc il faut minimum sortir des clivages géographiques et des idées reçues aussi. Essayer d'aller voir un petit peu d'autres classes d'actifs, faut accepter peut-être de prendre un peu de volatilité et
essayer d'identifier des classes d'actifs qui sont moins sujettes aux politiques macroéconomiques des banques centrales et des gouvernements. Donc nous, comment on fait pour essayer d'identifier et d'investir dans cette classe d'actifs? Le terrain de jeu privilégié et sur cette stratégie-là, c'est le monde émergent, parce que pour des raisons techniques, on voit bien que on a des entreprises de très bonne qualité et qui offrent des rendements élevés. Et c'est uniquement pour des raisons techniques qui sont la taille de l'entreprise, le code postal et parfois même les secteurs. Et donc on arrive sur notre gamme à avoir des rendements qui sont supérieurs à 6%, qui vont même à 10% sur notre véhicule principal. Et en cela, on a aussi un fonds d'ailleurs daté avec Schelcher Arkea. Le rendement est supérieur à 6% sur ce fonds-là, et c'est un fonds d'obligations internationales. Donc oui, pour répondre à ta question, il y a encore de la valeur sur le marché obligataire, mais il faut sortir un petit peu des sentiers battus. Mathieu, sur les obligations cotées, vous les intégrez aujourd'hui dans l'approche patrimoniale Alors évidemment, toujours, le plus important pour nos clients, on considère que l'appréciation du patrimoine se fera par de la diversification. Donc clairement, les obligations cotées ont toute leur part dans une allocation d'actifs aujourd'hui. Pour autant, au vu des rendements, on va aujourd'hui plutôt utiliser les obligations cotées comme collatéral pour emprunter de l'autre côté chez les banques pour faire des investissements dans le non coté, typiquement le private equity ou l'immobilier, et aussi évidemment la dette privée. Donc oui, il reste du potentiel sur cette classe d'actifs, mais en effet, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il faut un petit peu sortir des sentiers battus, prendre plus de risques, ce qui n'était pas forcément la vocation des obligations cotées à la base. C'était vraiment la partie défensive des portefeuilles cotés. Donc voilà. Donc pour nous aujourd'hui, c'est plutôt une classe d'actifs qui va nous servir de collatéral pour aller vers des investissements peut-être un peu plus volatiles et un peu plus risqués, un peu plus long terme. Mais on considère que le manque à gagner qu'on a sur les rendements aujourd'hui peuvent être remplacés par les investissements sur le non-coté. Marlène, Mon tour. Donc oui, effectivement, il reste nous, on pense qu'il reste encore de la valeur. C'est vrai que depuis quelques années, pour le même niveau de rendement, il faut accepter sur les obligations cotées de prendre de plus en plus de risques. Il y a encore de la valeur à prendre. Effectivement, alors il faut être très sélectif. Il faut faire confiance à des gérants ou des sociétés de gestion qui ont une recherche fondamentale extrêmement poussée, qui vont au-delà de la recherche liée aux agences de notation. Il faut sortir de la zone géographique Europe, ça c'est quand même assez clair. Donc effectivement, les émergents, c'est une bonne solution. Ça fait encore peur à pas mal d'investisseurs, mais parfois pour de mauvaises raisons. Quand on s'y intéresse de près, il y a vraiment de très bonnes entreprises, beaucoup plus saines, avec des niveaux d'endettement plus faibles qu'en Europe typiquement, qui offrent des rendements juste parce qu'elles sont dans des pays moins bien notés. Nous, ce qu'on fait aussi, on utilise aussi les fonds à échéance. Pour nos clients, on trouve que ça fait sens. Donc en fait, tout simplement, on va prendre le portage. Donc là, encore une fois, il faut bien sélectionner les bonnes sociétés de gestion, les bons gérants qui font une bonne recherche fondamentale, qui vont être très sélectifs. On l'entend beaucoup cette année dans toutes les classes d'actifs et bien sûr, évidemment, sur les obligations cotées. 2021, c'est une année où il va falloir être ultra sélectif. Donc là, toute la recherche fondamentale, l'analyse va reprendre tout son sens, pas uniquement l'allocation d'actifs. Et du coup, ces fonds à échéance où on investit dans des obligations avec une maturité prédéfinie, ferme, ça permet, si on ne s'est pas trompé dans la sélection, quand on fait confiance aux beaux gérants, normalement c'est le cas, tout simplement de toucher les coupons et de capter le portage. Alors, pour revenir maintenant sur la partie privée, et donc la dette privée, c'est vrai que c'est une classe d'actifs qui s'est développée sur ces 30 dernières années, mais qui était, pour avoir côtoyé un certain nombre d'investisseurs institutionnels, qui effectivement répond à ces rendements bas qui sont persistants. Moi, ce que j'ai vu, c'est que ces dernières années, on commence effectivement à l'intégrer de plus en plus dans la sphère patrimoniale. Marlène, comment vous l'utilisez aujourd'hui
Est-ce que c'est une source justement de rendement pour répondre à une approche, enfin à un besoin particulier des investisseurs? Oui, tout à fait. Alors bon, évidemment, la dette privée, comme toute classe d'actifs, ça doit être appréhendé par rapport au profil de risque du client, son patrimoine global et puis son horizon de temps. Ça, c'est classique. Mais nous, du coup, ce qu'elle permet à nos clients, c'est à risque comparable, finalement, quand on compare à des obligations cotées, d'apporter quand même une prime sur le rendement, qui est aussi liée au fait que ce soit moins liquide, évidemment. Et ça leur permet d'avoir accès à toute cette sphère du non-coté qui est très importante et qui permet surtout de s'affranchir de tous les aléas liés au fait que les obligations cotées ont une valeur de marché et donc leur valeur est sensible à différents paramètres et peuvent être chahutées et par des éléments qui ne sont pas toujours bien compréhensibles par nos clients. La dette privée, ça permet en fait de prendre du recul, de s'affranchir de ça et de finalement considérer l'investissement comme il doit l'être, avec un horizon de temps, long terme, et se reconcentrer sur les fondamentaux. Voilà. Il y a plusieurs types de dettes privées. Qu'est-ce que vous privilégiez aujourd'hui par rapport au marché, à l'environnement actuel? Alors, je dirais qu'on ne va pas forcément privilégier quelque chose. Ça va vraiment dépendre. Nous, on fait du sur-mesure. On a des clients très différents, donc on va s'adapter. Après, je dirais quand même que la dette unitranche, ça reste le cœur de ce que font la plupart de nos clients. Et dans certains cas, ça nous arrive, pour certains profils particuliers, de faire aussi de la mezzanine. Voilà. Et on a fait notamment, après, ça peut être aussi... on fait le plus gros de la partie dette privée, ça va être sur des fonds diversifiés, mais ça nous arrive aussi de faire des thématiques. Voilà, on a récemment fait notamment dans l'agroalimentaire, de la mezzanine dans l'agroalimentaire. Voilà, parce que c'était un secteur, très porteur, en pleine mutation, donc avec beaucoup d'opportunités, et ça résonnait bien avec aussi le secteur d'activité d'un de nos clients. Donc dans ce cas-là, ça fait un bon match. D'accord. Mathieu, votre utilisation de la dette privée aujourd'hui? Dans quel cadre? Pareil, encore une fois, on considère que avoir un patrimoine très diversifié est le meilleur gage de performance sur le long terme. Donc en fait, en fonction de la spécificité du client, on va évidemment utiliser cette classe d'actifs. Après, c'est vrai qu'on va aller... Ce qu'on aime beaucoup dans la dette privée, c'est qu'on peut financer des projets qui peuvent avoir du sens pour nos clients. Je pense à pas mal de projets, de sociétés qui investissent dans le social ou dans des choses comme ça. Donc en fait, ça permet, c'est qu'on est dans la thématique ESG, ISR est de plus en plus importante pour les clients family office. Et c'est vrai que ça peut leur permettre de financer directement des sociétés qui ont un impact sur l'impact social, aujourd'hui. Donc on l'utilise comme ça. Après, on l'utilise via des fonds évidemment, parce que ça reste quand même une classe qui est assez peu liquide. Et par rapport au profil de risque, on préfère évidemment passer par des fonds, mais ça nous arrive aussi évidemment, bien sûr, de passer par des obligations en direct, encore une fois, sur des thèmes plutôt qui ont vraiment un impact. Alors, sur 15 ans, à fin 2019, si on prend le marché dans sa globalité, on est avec des rendements de l'ordre de 8,8% par an. À quoi vous vous attendez? Amélioration, détérioration sur ce marché de la dette privée? Sidney? Ouais. En fait, la dette privée, c'est vraiment développé après la crise financière de 2008 et on a vu l'essor de prêteurs privés qui ont financé essentiellement le mid-market, donc les entreprises qui font de 10 millions à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, sur cet univers-là, qui est extrêmement compétitif, hyper couvert, il peut y avoir une baisse des rendements. En revanche, je vais dire il peut y avoir deux dynamiques, dans le sens, il peut y avoir même une forte dispersion au niveau des retours aujourd'hui, si on compare, si on regarde des dynamiques sur des secteurs où vous voyez des entreprises peu endettées, en croissance, qui sont même immunisées face à la crise. Sur ces entreprises-là en plus couvertes, oui, forcément, il va y avoir un tassement des rendements. En revanche, sur un autre pan d'activité, sur d'autres secteurs qui sont plus affectés par la crise, des entreprises endettées, et sur des secteurs comme le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, là-dessus,
il peut y avoir, bien entendu, on s'y attend un petit peu, à un certain nombre de restructurations et de défauts. Et lorsqu'il y a des défauts dans des entreprises au sein d'un secteur, c'est tout le secteur qui en pâtit, donc toutes les entreprises du secteur. Donc oui, donc une réponse en 2 temps. La crise, cette crise-là, et c'est un vrai stress test par rapport aux émissions qui ont été faites ces dernières années. Et donc on va voir d'ici quelques mois, parce que les PGE étendent ces périodes-là de restructuration, mais à terme on verra ce qu'il en est. Et pour voir si les covenants étaient bien négociés et si les choses ont été bien faites ou pas. Ouais. Voilà. Marlène, sur le rendement, vous pensez Niveau rendement, sincèrement, on a du mal, on a quand même du mal globalement à les voir augmenter. On est dans un contexte de taux bas depuis longtemps. On a du mal à voir comment on pourrait s'en sortir rapidement. Ça risque d'être quand même très très durable. Donc en soi, il n'y a pas de raison que les rendements sur la dette privée augmentent quand les rendements sur le reste des classes d'actifs diminuent. Et puis je te rejoins tout à fait, il y a de plus en plus d'offres. Alors il y a aussi plus de demandes parce que du point de vue des émetteurs aussi, il y a quand même plus d'appétence pour la dette privée parce que c'est plus flexible d'avoir un prêteur privé que d'avoir une banque. Les banques, on le voit bien, c'est de plus en plus lourd, c'est de plus en plus compliqué. Leurs exigences réglementaires sont de plus en plus lourdes, donc leur coût du capital aussi. Donc elles sont de moins en moins compétitives. Et puis pour un émetteur, c'est plus simple d'avoir un prêteur privé qui va prendre tout le package de sa dette plutôt que d'avoir un pool de 4 ou 5 banques. Où du coup, à chaque fois, les reportings sont multipliés par 4, par 5. Quand on veut faire une acquisition, il faut que les 5 soient d'accord, alors que là, on a un seul interlocuteur. Souvent, en plus, c'est quand même des experts. C'est un interlocuteur de qualité qui peut apporter plus que uniquement du cash. Et donc, c'est plus flexible pour les émetteurs. Après, il y a de plus en plus d'offres, il y a de plus en plus d'investisseurs qui s'y intéressent, de plus en plus de sociétés de gestion, de fonds qui se développent. Maintenant, on peut même en mettre en assurance vie. Ouais. Donc c'est vrai que tout ça élargit et finalement, ça finit logiquement par tout simplement le phénomène de concurrence. Il y a plus de monde dans les appels d'offres à faire baisser un peu, soit baisser les rendements, soit pour le même niveau de rendement, certains vont demander des protections moins importantes, donc moins de covenants. Voilà, donc au final, le rendement facial est le même, mais vous avez pris plus de risques. Donc in fine, le couple rendement-risque est quand même un petit peu déséquilibré. Ouais, donc. Après, effectivement, je te rejoins aussi totalement. Cette crise, voilà, on le sait très bien, elle est porteuse de plein d'inégalités qui vont certainement continuer à se creuser. Donc, très, très probablement, comme on le voit, ne serait-ce qu'aussi sur la valorisation des actions, les sociétés qui vont savoir garder des cash flows stables, etc., elles arriveront sans doute à se refinancer moins cher. Et puis, les autres, elles auront des primes plus importantes. Donc après, voilà, là, c'est tout le travail d'ingérence et de trouver le bon équilibre entre les deux. On parlait de diversification sur les obligations cotées, diversification géographique. C'est vrai, Sidney, tu prêches un convaincu parce que je pense que on le voit aussi sur les marchés actions. Aujourd'hui, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la diversification géographique et d'aller au-delà des principes qui sont historiques, de pondération par la capitalisation, etc. On voit que ça commence, c'est plus tout à fait le monde réel. Hein. On voit la Chine, la place de la Chine aujourd'hui, qui n'est pas du tout reflétée dans les allocations des investisseurs la plupart du temps. Donc, la dette privée, on a vu que la dette privée, elle vient des États-Unis, elle s'est développée très fortement en Europe. Je crois que sur ces 10 dernières années, les volumes ont augmenté de 380%. Est-ce que l'Asie, est-ce que la diversification géographique sur la dette privée, avec toutes les problématiques de suivi, parce que, comme tu le disais, Marlène, on est aujourd'hui dans un environnement quand même, un contexte un peu bizarre et compliqué. Est-ce que la diversification géographique, avec, on imagine bien le gisement des petites et moyennes sociétés asiatiques, est-ce que, Sidney, tu penses que c'est un axe de développement? Bon, tu vas me dire oui, parce que vous êtes un expert sur les marchés émergents, mais sur la dette privée, comment tu vois les choses? Alors peut-être dans le futur. Ouais. On est peut-être jeune, même si ça fait presque 10 ans qu'on a lancé IVO.
Mais en revanche, sur la dette privée, il y a quelque chose qui est important, c'est la présence locale et la présence aux côtés des entreprises, les connaissances des marchés. Donc nous, le monde émergent, c'est plutôt l'Amérique latine, donc avec notre présence à Mexico et à Sao Paulo. Donc oui, clairement, on voit que les établissements financiers au Mexique et au Brésil ne financent pas un pan de l'économie, donc les PME, les entreprises familiales. Donc on voit très bien qu'il y a des niveaux de rendement. Donc pour des investisseurs européens, oui, c'est peut-être plus difficile d'accès, mais il y a une prime pour ça. On est payé on a fait une dizaine d'opérations de financement de sociétés en croissance en Amérique latine. Et là, on a des rendements qui sont à 2 chiffres. Ouais. Donc, il y a des choses extrêmement intéressantes quand on arrive à avoir cette présence locale et le contact et le sourcing avec les entreprises qui font ces émissions, qui veulent faire ces émissions. Mathieu, la diversification au sein de la dette privée, vous la raisonnez comment? Par secteur, par géographie? Comment vous la travaillez? Les deux, évidemment. Après, la diversification est essentielle, donc on va aller... Après, c'est sûr que sur la dette privée, étant un marché quand même qui est aujourd'hui, alors il est de plus en plus efficient, parce qu'évidemment, vous avez même les banques traditionnelles, BNP, Société Générale, commencent à vraiment s'y intéresser et mettre beaucoup d'argent. J'ai vu que la BNP est en train de lever un très gros fonds, est en train de lever un très gros fonds actuellement. Donc en fait, on va peut-être plutôt aller faire confiance à des spécialistes, en leur disant, écoutez, voilà, nous on a ce cahier des charges là par rapport à notre client, et donc on vous fait confiance sur le sourcing et sur comment vous gérez en fait la partie risque. Voilà. Donc on va plutôt le jouer comme ça via des fonds. Et encore une fois, le fait que les grosses banques traditionnelles se mettent vraiment à s'intéresser à cette classe d'actifs, d'une part ça rassure les clients, parce qu'ils se disent, voilà, si vous avez les gros qui commencent à s'y mettre, c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et ensuite, ils aiment bien aussi parce que tout simplement, ça leur permet d'être extrêmement diversifiés aussi bien au niveau géographique qu'au niveau sectoriel. Et pour l'avenir, ça leur permet aussi de les éduquer, tout simplement, parce qu'on leur explique comment ça fonctionne. Et ça peut ouvrir après des perspectives sur... Pourquoi pas y aller en direct pour quelques clients qui sont intéressés, même si aujourd'hui on en est plutôt, au balbutiement sur cette classe d'actifs. Ouais. Marlène, toi? Oui, nous, alors sur la diversification géographique en dette privée dans les émergents, nous, en tout cas pour nos clients, on est entre guillemets pas encore là. Déjà, effectivement, comme tu disais, c'est déjà pas simple d'avoir l'émergent donc sur les classes d'actifs cotées, de pousser, etc. Donc ça, c'est un travail qu'on fait depuis un moment, c'est de plus en plus le cas. Mais pas encore, sincèrement, sur la dette privée. Du coup, nous, la diversification, on la regarde effectivement par secteur, par zone géographique, mais en restant dans les pays développés, par société de gestion, par millésime aussi, pas avoir mettre des trop gros tickets sur la même année pour essayer de rouler et d'être sur plusieurs, de mixer les cycles, entre guillemets. Voilà. Alors, justement, par rapport à l'environnement actuel, alors vous allez me dire, la maîtrise des risques, c'est fondamental, quel que soit le contexte. Mais comment est-ce que vous avez fait des choses par rapport à l'environnement actuel? Comment vous suivez ces investissements? Est-ce que vous avez adapté vos process de suivi des risques? Est-ce qu'il y a des signaux que vous regardez plus particulièrement? Sidney, peut-être? Oui. Alors, juste dans le process, j'ai parlé du sourcing, de l'origination. Donc oui, c'est essentiel pour avoir les deals, surtout quand on investit dans des marchés de niche. Il y a un travail bien entendu après le sourcing d'analyse. Et donc nous, on va essayer sur notre activité de venture debt, donc de financement de sociétés en croissance, d'identifier des sociétés en croissance qui sont peu endettées et avec des sponsors déjà au capital. D'accord. Et après, bien entendu, on va regarder les métriques financiers. Nous, on ne regarde pas vraiment l'EBITDA. On va regarder d'autres choses, la profitabilité des produits, le cash burn et le coût, en fait, le cash burn des entreprises. Et alors, pour répondre à la question par rapport à ce qui s'est passé et ce qui se passe toujours, oui, on passe plus de temps avec les entreprises. C'est pour ça que d'avoir cette proximité avec les entreprises
sur des sujets qui sont quotidiens. Nous, on fait régulièrement des comités d'investissement pour discuter des différentes problématiques des entreprises qu'on a en portefeuille. Et voilà, il faut être pragmatique parfois. Il y a des situations où ça se passe bien, où il y a même des sociétés qui sont en croissance et qui ne sont pas du tout affectées par la crise. Donc là, et c'est le contraire, ils ont besoin de financement. Donc on va essayer de les accompagner et de délivrer, pouvoir exécuter assez vite. Et s'il arrive qu'on a des situations un peu plus délicates pour les entreprises, et ben là, il faut juste essayer de comprendre qu'on a eu une situation exceptionnelle pour l'année dernière, et on a des situations de trésorerie avec des vraies tensions parfois. Et donc, c'est aussi parfois, on essaie d'être un peu plus intelligent que ce qu'on pourrait subir sur les marchés cotés. Et de réfléchir à décaler des coupons ou à réfléchir à des waivers, à changer la documentation si la situation est tendue. Voilà. Mais les situations sur la dette privée tendue, vous voyez les créanciers prendre le contrôle du capital, ça arrive que très rarement, en tout cas pour notre part. Voilà. D'accord. Et donc vous évitez tout ce qui est sponsorless en fait, tout ce qui n'est pas des investisseurs ou sur cette, on arrive. Des entreprises. Vous en avez quelques-uns ou pas du tout? C'est vraiment une défiance totale par rapport. Non, on regarde, on regarde que les entreprises où il y a déjà un sponsor au capital. Ouais. C'est les entreprises en Amérique latine. Souvent parce que quand vous faites ce travail, quand les situations deviennent compliquées, vous n'êtes pas le seul à devoir restructurer et les actionnaires aussi, ils doivent remettre au pot. Donc c'est bien qu'on ne soit pas les seuls et que les intérêts soient alignés. Très bien. Marlène ? Oui, alors nous, on passe uniquement par des fonds sur la dette privée. Donc en fait, notamment quand la crise est survenue, on a été très contents d'avoir fait des due deals aussi poussés et d'avoir été exigeants. Donc après, quand on sélectionne le gérant, ensuite c'est au gérant de faire le travail. Mais du coup, nous, on sélectionne, déjà, on va regarder évidemment la performance, l'historique de performance, mais surtout sa régularité, la discipline d'investissement. Effectivement, nous, on avait choisi notamment, comme tu disais, que des gérants qui faisaient que des deals avec sponsors ou très peu de sponsorless dans des cas très très particuliers, qui mettaient systématiquement des covenants. Les covenants, c'est pas forcément pour tout de suite pouvoir exiger la dette, mais là clairement on l'a vu, ces gérants-là, quand il y a eu des covenants qui ont été franchis en avril, tout simplement, ça donne l'occasion de rediscuter, de se remettre sur la table, de renégocier certaines choses. C'est pas forcément pour tout de suite, voilà. Ouais. Donc ça, c'est quand même une protection importante. On fait aussi attention au niveau de levier maximum qui est accepté dans les portefeuilles. Et puis surtout la transparence et à leur communication. Parce qu'au final, c'est ça. Parce que acheter un fonds, c'est comme donner un mandat. Donc ensuite, vous laissez libre cours aux équipes de gestion. Mais en retour, il faut une transparence totale et beaucoup de communication. Et en l'occurrence, nous, on a beaucoup apprécié. Alors on n'a pas à sauter sur nos téléphones pour appeler les gérants au mois de mars. On préférait plutôt qu'ils soient eux occupés à appeler leurs émetteurs, à discuter, à comprendre ce qui se passait, etc. Mais en l'occurrence, on a apprécié. C'est vrai que les sociétés de gestion avec lesquelles on travaille, dès le mois d'avril, elles ont mis en place des points hebdomadaires, là où d'habitude c'est plutôt trimestriel sur cette classe d'actifs. Voilà, un call hebdomadaire d'une petite demi-heure pour refaire un point. Et là, c'est là où on se rend compte que c'était bien structuré. Il y a tout de suite des notes spécifiques Covid qui ont été attribuées au portefeuille. Ça nous a permis vraiment de bien suivre et pouvoir derrière rassurer nos clients. Siné ne casse pas le matin. Mathieu, sur la partie suivi des risques, est-ce que vous avez... Comme pour Marlène, on passe majoritairement par des fonds. Quand on passe par des émetteurs en direct, c'est des émetteurs qu'on connaît extrêmement bien. Ouais. Et généralement, on fait des opérations qui sont plutôt assez courtes, généralement moins d'1 an. Donc, en fait, on est plutôt assez confortable sur la sortie. Et après, assez classiquement, évidemment, on fait des due diligence sur les fonds, on rencontre les gérants, parce qu'évidemment, l'intuitu personnel reste essentiel. Et après, on va évidemment aller regarder un petit peu leur process de sélection. Le levier, les covenants, très, très important. Et en effet, après, la communication. Et pareil, pendant la crise qu'on a connue, on a également apprécié que la plupart des gérants soient vraiment très, très accessibles pour nous rassurer, même si on n'avait pas forcément de crainte à court moyen terme. C'était quand même bien que les gérants soient suffisamment présents et on avait même certains gérants qui acceptaient de parler aux clients en direct parce que
Là, on avait des clients qui, encore une fois, la dette privée étant une classe d'actifs assez nouvelle, qui étaient un peu inquiets sur l'évolution, sur comment ça fonctionnait. Et du coup, le fait que le gérant soit accessible et qu'il puisse parler directement au client est quelque chose qui évidemment était très très appréciable. Ouais, c'est vrai qu'on a tous remarqué comment dire, la réactivité des gérants et la mobilisation. Alors c'est vrai que le digital a beaucoup aidé, mais les GPs ont été au rendez-vous dans cette crise, enfin en règle générale, ceux qu'on connaît. On a parlé tout à l'heure de la baisse des rendements, donc la question qui se pose justement avec l'afflux des capitaux, le fait qu'on envoie, il y a effectivement de plus en plus de fonds référencés dans les contrats d'assurance vie, alors luxembourgeois principalement. Pour garder du rendement, quelles sont les démarches sur cette classe d'actifs? Est-ce que vous pensez à de la spécialisation, à aller sur des stratégies plus spécialisées? Alors Sidney, vous avez un petit nouveau, je ne sais pas depuis combien de temps, mais justement assez intéressant, qui est moins connu en Europe, en tout cas en France. Alors c'est depuis 2014 qu'on a commencé à investir. D'accord. Donc ça fait 7 ans qu'on a commencé à investir sur le financement de contentieux, qu'on appelle le litigation finance. C'est une activité très niche qui s'est développée surtout aux États-Unis, mais qui avait commencé en Grande-Bretagne et en Australie. Et on voit, en fait, on finance donc des entreprises qui ont des procès et des arbitrages. Et en contrepartie de ce financement-là, on va percevoir une partie des dommages et intérêts. Et donc, financement niche, financement pas vraiment compétitif. Et là-dessus, ça demande des analyses et oui, une spécialisation clairement en interne, à la fois sur l'analyse crédit, parce que quand vous prêtez à une entreprise, bien entendu, vous regardez sa solvabilité et vous regardez le parti auquel vous prêtez et le défendant, celui qui va devoir vous payer à la fin. Donc, il y a cette analyse-là et puis après, l'analyse juridique, parce que c'est un métier, c'est l'analyse juridique. On doit voir à la fin si le cas qui est financé a de la valeur ou pas. Ah ouais. Et donc, on a des avocats en interne. On utilise des expertises externes et d'ailleurs, on reçoit des legal opinions de ces cabinets d'avocats un peu partout dans le monde. Nous, on a voulu garder cette flexibilité et pouvoir développer l'activité maintenant un peu plus en Europe continentale pour financer des entreprises qui ont des litiges un peu partout dans le monde. Et voilà, donc des spécialisations sur des juridictions, des types de cas qu'on a. C'est des entreprises ou des cabinets d'avocats ou les deux? Alors, que vous financez? C'est les deux. Les deux. Ouais, les deux. Le sourcing vient souvent des cabinets d'avocats parce qu'ils connaissent les problématiques de leurs clients. Donc parfois, quand un client n'a pas les moyens de se financer ou quand il trouve qu'il ne veut pas mobiliser son cash pour financer des frais d'avocat ou des expertises, son client va connaître l'outil litigation et donc il va faire appel à des fonds de litigation. Voilà. Et là, c'est intéressant ce qui s'est passé pendant la crise là, du Covid. Ça a été plutôt très intéressant du point de vue sourcing et on a vu des dynamiques assez intéressantes dans le sens où des sociétés type société du CAC 40 qui sont venues chercher des financements alternatifs parce que finalement les voies traditionnelles tout était verrouillé et donc pour financer des claims et des litiges sur des montants qui étaient très faibles par rapport à leur taille, sur des montants de 200, 300, 500 000 euros. Et donc là, vous analysez, vous regardez la valeur du cas et vous êtes en mesure de délivrer parce que quand il faut avoir du cash pour pouvoir déployer, exécuter et répondre à leurs demandes assez vite. Mais il n'y a pas en termes d'horizon, parce que c'est des claims, j'imagine, en plus là on l'a vu récemment avec le Covid, ça a dû quand même rallonger les durées des résolutions de... Ouais. Non, les durées de procédure, on a vu, quelques tribunaux ont été fermés quelques mois. Donc oui, ça a décalé de quelques mois. Ouais. Mais finalement, c'est un peu une idée reçue parce que souvent, quand les parties qui sont attaquées voient que les défendants, les sociétés auxquelles on prête, ont cette puissance financière, ils vont plus avoir un intérêt à faire des settlements et à se dire on ne va pas les épuiser, on sait qu'ils sont backés derrière par un fonds de litigation et donc ils vont avoir tendance à trouver un settlement un peu plus vite. Voilà. Et c'est ça qui est bien, c'est que du coup il y a quand même une ingéniosité qui fait que en fait on aura
des rendements, on aura des rendements plus intéressants parce qu'il y a des personnes qui arrivent à inventer des choses auxquelles on pense absolument pas aujourd'hui. Ouais. Et voilà, et qui aujourd'hui offrent des rendements qui sont très intéressants. Après, pour la partie family office, donc plutôt buy side, après c'est toujours une question de couple rendement, risque. Voilà, est-ce qu'on considère que investir pour un case, est-ce que ça vaut le coup? Voilà, ça après c'est en interne au niveau du family office, mais nous typiquement en buy side, on n'est pas du tout inquiet parce qu'on voit des choses passer tous les jours qui sont extrêmement ingénieux et auxquelles on n'aura absolument pas pensé. Voilà, donc ça c'est pour ça que pour répondre à votre question, on n'est pas très très inquiet par rapport au futur sur la dette privée parce qu'il y a plein de choses à faire encore aujourd'hui. Sur cette partie-là, pardon. Non, vas-y. Les principaux investisseurs sont des family office sur ces produits-là. Je ne pense pas que ça aurait été le cas il y a quelques années, mais on a vu en tout cas les family office et les ressources des family office monter en puissance au niveau sophistication. Et donc aujourd'hui, voilà, les family office cherchent une alternative intelligente au placement traditionnel, au-delà de la gestion patrimoniale qu'on a vue dans le passé. Et donc, c'est nos principaux investisseurs, nos principaux clients. Alors, on a parlé beaucoup de dette privée d'entreprise, sous-entendu d'entreprise, mais dette immobilière. Alors, je sais que la dette d'infrastructure, notamment par les institutionnels, ça a beaucoup marché. Dette immobilière, vous en faites, Mathieu? Voilà, nous, ce qu'on fait pas mal, donc là, c'est plutôt de la dette en direct, c'est vraiment pour la partie, on va dire, cash des patrimoines, donc le cash entre guillemets qui dort. Donc on prend une petite partie, alors ça peut être 10, 20, jusqu'à 30% éventuellement, mais bon voilà, ça paraît, c'est en fonction un peu des besoins qu'ont nos clients. Mais en effet, vous avez des promoteurs immobiliers qui ont des besoins de financement de fonds propres sur 6-12 mois avant d'avoir leur prêt bancaire. Et du coup, sur des petites sommes par rapport au global de leur programme, ils cherchent, via de la dette privée, justement à financer ce bridge de fonds propres pendant, donc, encore une fois, 6, 12, éventuellement 18 mois. Voilà, et là, c'est vrai que ça offre des rendements, des coupons entre 10 et 12%. Donc après, quand on prend ça en net sur la totalité du cash, ça permet de faire travailler un peu le cash, sachant que le monétaire aujourd'hui qui est a des rendements négatifs. Donc voilà, on ne met pas évidemment cette stratégie sur tout le cash parce que ça reste quand même des produits sur 6 mois au moins. Donc s'il y a besoin de trésorerie dans les 6 mois, il faut éviter de refaire une ligne de crédit auprès d'une banque. Voilà, donc on ne le fait pas sur la totalité du cash. Par contre, c'est quelque chose qu'on fait très régulièrement. Et depuis qu'on a commencé à faire ça, d'ailleurs, on n'a eu aucune casse, si ce n'est quelques reports de quelques mois, mais les coupons continuant à courir. Toi, Marlène, tu parlais d'un fonds sur la dette agroalimentaire, donc sur le secteur particulier agroalimentaire, mais le gisement, il ne doit pas être énorme. Comment vous avez travaillé cet univers de... Effectivement, comme le disait Mathieu, en fait, c'est vrai qu'on est archi sollicité en permanence avec des idées nouvelles et donc on fait le tri. L'agroalimentaire, en l'occurrence, en plus dans le contexte actuel qu'on connaît bien, ça offre quand même beaucoup d'avantages. Ça reste quelque chose de très défensif, on aura toujours besoin de manger. Et en même temps, c'est aussi un secteur qui est en pleine mutation, très intéressant. Il y a tout l'aspect environnement, durabilité, etc. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a, à ce moment-là, en plus, ça a coïncidé avec un besoin d'un client qu'on a sélectionné ce fonds. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de nouvelles choses. Après, il faut faire le tri, bien sûr, mais il y a quand même beaucoup d'opportunités. Après, il ne faut aussi pas se leurrer. Il y a une baisse des rendements et il faut aussi l'accepter. Donc, on fait aussi de la pédagogie auprès de nos clients. C'est-à-dire qu'un rendement, faut pas y penser en absolu. Ça doit toujours être en relatif par rapport à quoi? Par rapport au taux sans risque. Si le taux sans risque baisse, vous devez accepter que votre rendement dans l'absolu baisse. On peut trouver des solutions et c'est notre travail de le faire, de trouver des choses intelligentes et aussi décorrélantes, parce que typiquement, la stratégie dont parlait Sydney, non seulement ça apporte du rendement, mais ça apporte aussi beaucoup de décorrélation par rapport au reste. Mais il faut faire de la pédagogie auprès des clients et leur faire accepter que les rendements baissent, sont voués à baisser et que, à moins de prendre énormément de risques, il faut accepter
que ce rendement baisse. Après, sur la dette privée, ça peut être un petit peu, par exemple, ça peut aussi être évidemment dans la sélection. Si vous êtes sur des fonds plus gros, plus anciens, ils vont avoir un peu plus de latence dans la diminution de leur rendement normalement, parce qu'ils ont un gisier de sociétés qu'ils ont financées au cours du temps. C'est plus facile de renouveler à des meilleures conditions pour eux que peut-être des nouveaux arrivants qui vont devoir se battre pour se faire leur place et soit un peu devoir baisser leurs primes ou augmenter leur niveau de risque. Et puis multiplier un peu les stratégies de niche comme ça, faire attention à la corrélation et au risque pris à chaque fois. Mais je suis désolée, mais les rendements baissent, c'est comme ça. Voilà. Alors les rendements baissent. Alors il y a un autre phénomène aussi qui est intéressant avec cet afflux massif de dettes privées primaires, c'est le fait que lorsqu'un marché primaire se développe, il y a un marché secondaire qui se développe. Et en fait, il y a un marché de dettes privées secondaires qui se développe aujourd'hui. Donc l'idée consiste en quoi? C'est que le fonds rachète des parts, des portefeuilles de dettes existantes. Et ça a plusieurs avantages. L'avantage, c'est que vous l'achetez avec une petite décote, alors qui a été en plus accentuée par l'effet Covid, donc ça c'est intéressant. Et l'autre avantage aussi par rapport à la dette privée primaire, c'est que vous avez une très large diversification, parce que au lieu d'avoir 15, 30, une quinzaine ou trentaine de lignes, vous allez être avec 500 lignes en portefeuille. Donc vous avez une duration plus courte, puisque vous achetez des prêts qui sont déjà existants. Et c'est vrai que, en termes de couple rendement-risque, c'est intéressant par rapport à ce que tu disais sur le fait, aujourd'hui, essayer de trouver du rendement, le même niveau de rendement pour le même niveau de risque, c'est compliqué. Donc, effectivement, nous, on s'y intéresse de près. Et autant, dans le private equity, le secondaire maintenant, c'est très très établi. Mais du coup, l'effet, c'est que les décotes se sont quand même énormément réduites. Sur la dette privée, c'est naturel que le secondaire se développe. Mais on est encore au stade où on a des décotes qui sont quand même intéressantes. Puis effectivement, ça réduit pas mal. Ça élargit en termes de diversification, ça réduit la duration. Donc en plus, si on ne veut pas, en termes de niveau sensibilité des taux, si on ne veut pas s'engager trop longtemps, c'est une bonne alternative. Je suis en train de regarder, je ne crois pas qu'on ait de questions à ce stade. Peut-être, alors on a encore un petit peu de temps, mais peut-être un petit mot de la fin. Mathieu, sur la dette privée, tu penses que vous allez en faire et augmenter la part à la dette privée, ou est-ce que ça vient en substitut d'une autre classe d'actifs par rapport à tout ce qu'on a dit? Après, le family office, c'est du 100% sur mesure. Donc en fait, on va s'adapter à ce que veut le client. Ouais. Après, évidemment, on va l'aiguiller vers les bons investissements et vers la bonne allocation d'actifs. Aujourd'hui, clairement, oui, c'est une classe d'actifs qui est amenée à prendre de l'ampleur, tout simplement parce qu'on est sur la partie cotée, même s'il y a encore un petit peu de rendement, il n'y a quand même pas grand-chose, et vu le contexte actuel, ça devrait continuer. Donc voilà. Après, encore une fois, les assureurs, en effet, commencent à accepter les obligations, la dette privée dans les contrats d'assurance vie. Donc ça, c'est un pas énorme, parce qu'évidemment, les clients privés, en règle générale, en France, aiment bien les contrats d'assurance vie pour des raisons fiscales. Donc évidemment, il y a un très très gros intérêt, vu les coupons, à ce que la dette privée aille dans les contrats d'assurance vie. Donc elles le font, les compagnies d'assurance ne le font pas tout aujourd'hui, mais ça commence vraiment à prendre de l'ampleur. Après, encore une fois, si elles sont dans des contrats d'assurance vie et si en plus les banques après les acceptent en collatéral éventuellement pour faire de la dette en face, clairement, oui, on va être amené à continuer à augmenter la pondération. Après, encore une fois, c'est en fonction du patrimoine du client et en fonction de son appétence aussi, parce qu'aujourd'hui, on a quand même évidemment ce sujet sur la liquidité, sur la dette privée, qui fait que ça peut être éventuellement un frein pour certains. Mais clairement, oui, c'est une classe d'actifs qui devrait continuer à grimper dans les allocations, parce que ça apporte de la diversification. Sidney, aujourd'hui, c'est une portion mineure de vos actifs sous gestion, la dette privée, puisque vous avez une grosse partie sur le côté. Est-ce que tu vois une croissance arriver? Comment vous
Ouais, Vous oui, anticipez. tu as raison, c'est 20% de nos encours et c'est 50% des ressources humaines, des effectifs. Donc oui, ça demande d'avoir des ressources humaines qualifiées, expertes même. Et donc, oui, alors je prends peut-être ma casquette d'entrepreneur. Quand on a lancé IVEO, on avait pour objectif donc, d'avoir des produits niches, décorrélés et diversifiants et qui apportent quelque chose et surtout performants. Et donc, cette activité-là, oui, elle est core. On a une activité de gestion sous mandat aussi et c'est important. Et donc, on pense qu'on va développer l'activité aussi bien de litigation que de venture debt en Amérique latine. Après, on verra si on développe ces activités-là dans d'autres pays. Mais actuellement, oui, on voit bien qu'il y a un intérêt. Tu parlais du référencement dans les contrats d'assurance vie. Certes, ça donne accès à beaucoup d'investisseurs à ce type d'investissement, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Et voilà, on pense que oui, il y a quelque chose à jouer. On a une place à prendre, en tout cas, sur ces deux classes d'actifs. Marlène, Ouais, on va conclure avec vous. Oui, nous également. Je pense que la dette privée a vocation à être de plus en plus présente dans le patrimoine de nos clients. Parce qu'au-delà de tous les aspects dont on a parlé, le rendement, etc., ça répond aussi à quelque chose. Enfin, nous, on a vraiment de plus en plus ce ressenti vis-à-vis de nos clients, c'est la quête de sens dans les investissements. Et sincèrement, investir dans un fonds de dette privée où on va investir dans des sociétés sur une durée prédéfinie, les accompagner dans leur croissance, etc., c'est bien identifié avec des reportings intéressants, une disponibilité des gérants où on peut comprendre les histoires des entreprises plutôt que d'être sur des obligations cotées, sur du Danone ou du Carrefour. C'est quand même, on a l'impression d'être plus anonyme dans le financement. Et puis, pas de rotation, on n'essaye pas de jouer sur la sensibilité des taux, sur l'évolution des taux d'intérêt pour faire de la performance. C'est vraiment être payé pour le risque qu'on a pris en prêtant à une société, la voir se développer et rembourser. Voilà. Et donc ça apporte aussi, c'est beaucoup plus intéressant de débriefer un client sur un fonds de dette privée, de pouvoir lui parler des valeurs, que même des choses qu'il a pu voir dans son quotidien, que de commenter les performances sur les 6 derniers mois d'un fonds obligataire qui a pu être chahuté par une évolution des taux, par un tweet ou je ne sais quoi. Voilà, donc ça répond aussi à cette problématique. C'est un investissement qui fait du sens. C'est un investissement qui fait du sens. Et on va terminer par ça. Alors j'ai vu qu'on avait reçu une question, mais je pense que c'est un vrai panel qu'on aurait pu ouvrir. Travaillez-vous avec des fonds de commodities? Donc je pense qu'on on organisera peut-être un prochain panel sur le sujet parce que ça n'a rien à voir avec la dette privée, mais c'est certainement très intéressant comme sujet. Merci beaucoup.